Marc Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur émérite au CNRS de Toulon. Euh, Aujourd'hui, il y a une situation géopolitique extrêmement importante dans la région de la Corne de l'Afrique, dont vous êtes un des spécialistes. D'abord, comment, pour un peu planter le décor, si l'on part d'un pays pivot qui s'appelle l'Éthiopie, avec 100 millions, 110 millions d'habitants, 80 ethnies, ce grand pays aujourd'hui est au cœur d'une crise majeure. Certains parlent de guerre civile. D'abord, comment appréciez-vous la situation, ce qui se passe dans cette région? La situation est assez dramatique et finalement peut-être pas si inattendue que ça. C'est un pays qui est un géant de l'Afrique, effectivement, et c'est surtout le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. Il faut se rappeler de ça, hein, c'est-à-dire que c'est un empire qui remonte de façon mythique à Salomon et à la reine de Saba, c'est-à-dire bien avant nos pays européens, etc. C'est un pays de christianisé de longue date. Ça, c'est pour l'histoire, Oui. avec une succession d'empereurs et qui ont réussi à unifier plus ou moins l'ensemble de cette région. Alors, qu'est-ce que c'est que cette région? C'est un massif, c'est une forteresse. L'Abyssinie, c'est une montagne entourée par des déserts qui sont eux-mêmes bordés par, d'un côté, la mer Rouge, de l'autre, l'océan Indien. Donc, Oui. il y a un sentiment de différence, si vous voulez. Moi, j'appelle ça l'Afrique froide, hein, si vous voulez, d'une Oui. certaine manière, parce que Oui. c'est un plateau à 2000 mètres d'altitude qui est Mhm. peuplé par ces, comme vous l'avez dit, 110 millions d'habitants et qui ont non seulement une histoire très différente, mais une géographie aussi très différente du reste de l'Afrique. Donc une mentalité, des langues, des cultures, des tribus ou des très différents les uns des autres, qui sont amalgamés dans cet empire, mais qui gardent leurs différences. Ces 80 peuples dont vous parlez, hein, qui sont Oui. réunis, qui ont été réunis de force par l'histoire, et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une sorte de délitement, hein, de déconstruction de cet empire que Alors justement, pour analyser les sources de cette crise, c'est-à-dire qu'on a, on le sait, il y a de grands groupes ethniques et aujourd'hui les Tigréens sont au cœur de cette guerre, la guerre qu'on observe aujourd'hui depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que on est dans une véritable période de basculement, c'est-à-dire que l'Éthiopie risque vraiment l'éclatement? on peut le craindre, hein. Je crois que les Tigréens ne sont que le détonateur, si vous voulez, de cette explosion, de cette implosion de l'Éthiopie. L'Occident et le reste du monde n'a pas du tout compris ce qui allait se passer en Éthiopie. On a même accordé le prix Nobel de la paix à ce Premier ministre en pensant qu'il allait réussir cette gageure, cet effort historique de réunir pour une fois, pour la première fois, l'Éthiopie avec une sorte d'égalité de tous ces peuples. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a deux grands peuples, les Amaras, les Oromos qui sont 40% de la population, qui sont eux-mêmes divisés, les Amaras qui sont les leaders historiques, qui ne sont qu'un peu moins de 30%, et les Tigréens qui servent encore une fois de mèche qui s'est allumée pour exploser le reste, ils ne sont que 6% de l'ensemble de la population. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de recoller les morceaux? On l'a dit, les forces centrifuges sont considérables, mais comment faut-il aujourd'hui? Ils sont allés dans une spéculation intellectuelle, mais plutôt essayer de cerner les tendances possibles de sortie de crise. Ben, je crois que effectivement, il y a des sorties de crise qui seraient possibles rationnellement, puisqu'aucun de tous ces peuples sont imbriqués les uns dans les autres, en quelque sorte. On a voulu faire, les Tigréens qui étaient minoritaires ont voulu faire une fédération ethnique. Donc ils ont donné à chaque peuple un territoire. Mais depuis des siècles et des siècles, les gens se déplacent d'un endroit à un autre. Donc beaucoup de gens se trouvaient du mauvais côté de leurs frontières ethniques. Donc ils perdaient tous leurs droits.
Et c'est ça qui a été dramatique. C'est-à-dire qu'il y avait de bons sentiments, une bonne idée. Enfin, les Tigréens se disaient, on est 6%, on pourra jamais tenir cet ensemble. Il vaut mieux diviser toute l'Éthiopie et que tout le monde se sente bien dans son territoire. Malheureusement, les frontières sont toujours artificielles partout sur la planète, hein. Pas simplement en Afrique, en Europe aussi, en France aussi. Toutes les frontières sont le résultat d'arbitrage ou de guerre, et les gens se font à l'intérieur des frontières. Mais il y a une diversité ethnique à l'intérieur de l'Europe. Regardez les frontières de la France. On parle français des deux côtés des frontières. On parle des langues étrangères à l'intérieur de la France. Bon. Donc, l'Éthiopie, il aurait surtout pas fallu faire à mon avis cette fédération ethnique, mais un pays centralisé où tout le monde a les mêmes droits. Ces dernières années, l'Éthiopie a été citée en exemple dans ce qu'on appelle sa croissance, cette espèce de force économique qui était en construction. Tout cela aujourd'hui est remis en cause. Est-ce que ce géant est empêché évidemment par cette crise? Est-ce que, au fond, comment va-t-il impacter son entourage, les pays voisins? Alors ça, c'est une autre question parce que l'Éthiopie, d'abord, il faut pas oublier que étant le premier pays indépendant hein, depuis des siècles et des millénaires, il abrite l'Union africaine qui a son siège à Addis Abeba. Donc tout ce qui se passe en Éthiopie impacte les représentants des autres pays africains qui sont là à Addis Abeba et qui ont leurs problèmes, mais qui sont aussi touchés par cette déflagration. Donc je pense que les pays voisins peuvent être impactés, mais pas tellement, puisque, encore une fois, c'est une forteresse abyssine un peu refermée sur elle-même. C'est un pays qui n'a pas de continuum. Les pays qui le bordent sont des pays différents, très différents, c'est-à-dire la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, les pays de l'Afrique des Grands Lacs, hein, n'ont pas du tout la même configuration ethnique, à part l'Érythrée pour une certaine mesure, la Somalie aussi parce qu'il y a des Somalis à l'intérieur de l'Érythrée, de l'Éthiopie, pardon, mais les conséquences ne seront pas directes. C'est plutôt l'exemple éthiopien qui risque de montrer au monde que l'Afrique serait incapable de se constituer en État, voire en nation. On sait qu'il y a des États faillis partout en Afrique. Bon, oui. L'Éthiopie n'est pas un État failli. Il y a ce qu'a essayé de faire le Premier ministre Abiy Ahmed, c'est un parti de la prospérité pour oublier les partis ethniques. Hein, pour supprimer les partis ethniques et pour réunir tout le monde dans cet objectif que vous avez mentionné de croissance économique qui marchait bien avec l'aide de la Chine et de pays qui investissaient. Mais l'Éthiopie n'a pas, peut-être que c'est d'ailleurs une chance pour elle, de ressources naturelles vraiment qui comptent. Hein. Et c'est la raison pour laquelle aussi elle s'est lancée dans cette affaire de grand barrage sur le Nil bleu, dont on parlera peut-être. D'ailleurs, le Nil est l'axe vraiment stratégique et vital pour une dizaine de pays qui sont riverains de ce fleuve. Est-ce que le barrage du Nil aujourd'hui va connaître une relance en termes de conflictualité et de tensions supplémentaires dans la région? Non, je crois qu'on avait depuis une vingtaine d'années, on va dire, une sorte de coalition contre l'Égypte. Hein, l'Égypte qui avait tous les droits et qui avait tous les besoins aussi de l'eau de ce barrage. Il y a eu un rééquilibrage un peu avec le Soudan, avec un traité en 1959, mais l'Éthiopie était hors jeu. Or, en 2010, à Entebbe, en Ouganda, tous les pays d'amont se sont ligués contre l'Égypte. Et on dit, ça suffit maintenant, il faut qu'on partage cette eau, qu'on discute de l'utilisation, de l'aménagement du cours du fleuve tous ensemble. Alors l'Éthiopie, après, en 2011, a fait bande à part. L'Éthiopie qui a les clés des principaux affluents, pas seulement le Nil bleu, mais aussi l'Adbara. Donc elle a des projets de barrages qui ont été imaginés par les Anglais déjà au début du XXe siècle. Hein, et ils se sont débrouillés pour trouver l'argent en Éthiopie, c'est-à-dire que là, il y avait une sorte d'unité nationale pour construire ce barrage. Tous les Éthiopiens ont payé, qu'ils le veuillent ou non, mais assez volontairement finalement, ont donné leurs bijoux de famille, ont donné de l'argent. Les fonctionnaires ont été taxés d'une partie de leur salaire pour construire ce barrage. Aujourd'hui, c'est-à-dire que
ce problème du barrage de la Renaissance, comment ces tensions vont se traduire, puisqu'on sait les positions des uns et des autres. Est-ce que on peut avoir une idée en termes de prospective pour juste savoir comment ça va se traduire ce conflit, en tout cas par rapport à ce barrage? Bah, vous savez, oui, moi je crois que sur le papier, les solutions seraient faciles à trouver. Hein, moi, il y a 40 ans, j'ai soutenu ma thèse sur le haut barrage d'Assouan, en Égypte, dont on parle plus aujourd'hui, mais qui posait d'autres problèmes aussi et qui était l'objet de confrontations idéologiques. Alors là, je crois qu'il y a un peu de mauvaise foi de la part de chacun des protagonistes, des trois protagonistes autour du barrage du Nil Bleu, parce que c'est un barrage qui va produire de l'électricité et non pas garder de l'eau. Donc les Égyptiens crient très fort parce qu'ils prétendent qu'on va leur voler de l'eau. Or, l'Égypte n'est plus un pays agricole comme elle l'était il y a 40 ans, et donc elle n'a plus besoin de toute cette eau. Le problème de l'Égypte, c'est plus d'avoir trop d'eau que pas assez, à mon avis. Oui, Bon, mais il le y a les Soudan, autres pays, il y a le Soudan, il y a plein de gens qui sont associés à cette réalité du Nil. Et ce oui, mais besoin. alors les pays africains proprement dit, c'est-à-dire au sud de l'équateur, eh bien eux, ils sont, c'est pas le problème, si vous voulez, parce que le Nil bleu, il coule directement au Soudan, sans passer par l'Ouganda, sans toucher le lac Victoria et l'Afrique des Grands Lacs. Donc pour eux, l'équation est la même. Hein. Ils ne sont pas intéressés au premier chef, mais ils sont intéressés par la production d'électricité de ce grand barrage en fait. Parce que l'idée pour l'Éthiopie, c'est de vendre de l'électricité à tous les pays voisins. C'est une ressource, elle n'a pas de pétrole, mais elle aura de l'électricité. Voilà. Donc le Soudan, lui, est un petit peu hors jeu aussi parce qu'il a des problèmes actuellement de stabilisation interne, de choix idéologiques aussi, de développement. Donc de l'eau, il en a. On sait bien que Khartoum en ce moment même est inondé hein, après la saison des pluies. Donc il a plus un problème de régulation du flot de l'eau que de trop ou pas assez d'eau. On va élargir l'angle et un peu regarder cette région, donc la Corne de l'Afrique, mais aussi il y a l'Interland, c'est-à-dire que tous les pays de l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, une organisation comme l'IGAD, qui est un regroupement régional qui, en tout cas, rassemble 7 pays, cette organisation, cet outil peut être un élément de négociation pour rapprocher les points de vue et résoudre les crises qu'on voit aujourd'hui? Ben, c'est une question très intéressante parce que bon, l'IGAD a été effectivement fondée pour lutter contre la sécheresse et les famines dans la Corne de l'Afrique, mais elle a joué un rôle très positif dans le règlement de certaines crises, comme le Sud-Soudan, hein, enfin la question soudanaise, je dirais. Moi, j'ai participé aux négociations qui se tenaient au Kenya autour de la préparation de ce barrage. J'ai toujours admiré l'implication de l'IGAD. Maintenant, il y a beaucoup de divisions au sein de l'IGAD, entre Djibouti, la Somalie, le Somaliland, hein, tous ces pays-là, le Somaliland qui n'est pas reconnu. Hein, et donc il y a d'autres sujets qui préoccupent l'IGAD aujourd'hui, avec des dissensions entre les dirigeants de tous ces pays, l'Ouganda et le Kenya et la Somalie et le Somaliland, Djibouti, etc. Et sans parler de l'Érythrée et de l'Éthiopie, bien sûr, qui sont dans une relation assez complexe finalement, avec beaucoup d'arrière-pensées de part et d'autre. Donc je crois que l'IGAD n'est pas mobilisable aujourd'hui sur ce sujet parce qu'elle a déjà énormément de problèmes internes à régler. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les frontières sont en train d'éclater. On le voit en Somalie notamment. Est-ce que on risque d'avoir une façon de redessiner les frontières et d'aller vers ce qu'on voit aujourd'hui, en fait une réalité qui s'impose à nous et en dehors de la reconnaissance internationale de ces frontières? C'est une évolution qui peut balkaniser l'Afrique si on entre dans cette logique.
Oui, on peut se demander un peu, parce que les Tigréens, par exemple, étaient les maîtres de l'ensemble éthiopien. Est-ce qu'ils ont voulu... Il y a des dissensions au sein des Tigréens. Il y a des Tigréens qui sont dans l'armée éthiopienne, qui sont fonctionnaires, qui habitent à Addis Abeba, qui sont dans une situation un peu délicate d'ailleurs. Hein. Mais si vous voulez, les Tigréens voulaient dominer cet ensemble éthiopien. Ils ne voulaient pas devenir indépendants. Certains d'entre eux rêvaient de grands Tigrés, mais il y a le jeu de l'Érythrée qui vient là pour les aider, pour fragmenter l'Éthiopie, parce que l'Érythrée se sent petite avec ses 5 millions d'habitants par rapport aux 110 millions d'Éthiopiens, et elle aimerait bien démembrer l'Éthiopie. Donc il y a des facteurs externes qui interviennent. Quant à la Somalie, le Somaliland est un État indépendant de fait depuis 30 ans, et ça ne l'empêche pas de se développer. Hein, jusqu'à présent. Donc on pourrait se dire qu'à contre-exemple, à contrario, il vaut mieux être tout seul et ne pas être à l'ONU et ne pas avoir d'accès diplomatique, mais de s'occuper de la prospérité de ses citoyens. Pour ce qui est de la Somalie qui reste, eh bien, on connaît le Puntland, etc., tous ces États qui ne veulent pas être indépendants, qui veulent un État fédéral, qui ont un levier à Mogadiscio, qui font des rois au niveau central, mais qui veulent un niveau central faible, je dirais, plus que la séparation. Ou bien le Jubaland au sud. Maintenant, il y a du pétrole en mer à la frontière avec le Kenya. Donc, le Kenya essaye de dynamiter la Somalie, si vous voulez. Mais là encore, ce sont des facteurs externes plus qu'internes. Parce que les Somaliens, personne ne peut dénier que c'est un peuple, même s'il y a beaucoup de clans. C'est le seul pays d'Afrique dont on disait quand j'étais à Sciences Po qu'il avait un sens parce que c'était le même peuple, la même religion, la même langue. C'est une aberration de penser comme ça, mais c'est ce qu'on enseigne à Sciences Po. On fait beaucoup d'erreurs géopolitiques en pensant que le secret du bonheur, c'est d'être tous ensemble et tous pareils. C'est, à mon avis, le contraire. Cette région est aussi sous influence. On voit les rivalités, on voit des puissances régionales qui ont dévisé sur les terres arabes, sur des positionnements en termes de marché. Je parle des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Tout cela va véritablement faire antagoniser les forces et comment voyez-vous en tout cas cette évolution qui porte en elle les germes de quelque chose dont il faut craindre les risques. Oui, en effet, je pense que les investissements de sécurité alimentaire, comme on dit, des pays du Golfe, mais pas seulement, parce que il peut y avoir des compagnies américaines, françaises, chinoises, qui viennent récupérer ces terres gratuitement, cette eau du Nil gratuite, pour faire pousser des protéagineux, des céréales, de la luzerne pour les vaches qu'on élève au Qatar ou en Arabie. Tout ça est une aberration parce que ça exproprie les paysans qui sont là et qui n'ont aucun titre de propriété, mais qui sont là de toute éternité. Donc ça fragilise les États. Alors le gouvernement soudanais actuel, qui est très divisé, bien entendu, avec des soutiens extérieurs, mais qui sont des soutiens de l'Arabie, des Émirats, avec des arrière-pensées, évidemment, d'intérêts économiques et aussi stratégiques, eh bien, ce gouvernement est divisé, mais il est mal inspiré à se dire que le salut viendra des investissements étrangers. C'est le contraire. Et beaucoup de Soudanais du Darfour, des monts Nouba ou bien des régions rurales le savent, que finalement, ces investissements étrangers apportent de la déstabilisation du fait même de la prédation des terres, mais aussi on le voit dans le domaine de l'exportation d'or ou bien dans la quête de mercenaires et dans le soutien à des groupes qui ne sont pas, disons, taillés pour diriger un pays. Pour une mise en perspective et un peu analyser les chances de cette région de sortir des crises, comment vous pondérez les éléments entre les indicateurs sociaux, entre les données économiques dans ces régions, l'état de la pauvreté, comment aujourd'hui privilégier les angles pour faire une bonne analyse de la situation? Ben, je ne peux parler que de façon théorique, mais il me semble que ce que vous évoquez
sous le terme de facteurs sociaux, devrait être primordial. C'est-à-dire que tous ces gouvernements tentent de faire du développement en attirant des investissements étrangers. Ces investissements étrangers, que ce soit en Éthiopie, au Soudan ou ailleurs en Afrique, sont très déstabilisateurs, puisqu'il s'agit de profiter de ressources naturelles pas chères, de main-d'œuvre bon marché, sans apporter vraiment, sans induire une dynamique sociale. Je pense que si on prend l'exemple du Soudan, c'est les Soudanais doivent se retrouver pour reconstruire leur pays eux-mêmes. Ils en ont les capacités intellectuelles, techniques, morales, et l'aide étrangère devrait aider les Soudanais à développer leur économie de l'intérieur pour stabiliser le rapport entre le centre et les périphéries, les villes et les campagnes, les régions arabes, entre guillemets, ou arabisées, et les régions africaines. C'est ça les enjeux du Soudan. On pourrait dire la même chose pour l'Éthiopie. D'ailleurs, le problème de l'Éthiopie, c'est pas de faire travailler comme des esclaves les femmes à faire des t-shirts qu'on vend à bas prix dans les marchés occidentaux. C'est reconstruire une écologie du pays en reboisant, en remettant en état de marche la machine économique de l'Éthiopie qui est basée sur l'agriculture. Il y a tant de sujets à traiter et à aborder. Cette région est une véritable région d'une richesse et d'une complexité aussi importante. Euh, euh, Marc Lavergne, je rappelle que vous êtes chercheur, que vous êtes directeur émérite au CNRS. Je vous remercie d'avoir éclairé nos lanternes et d'avoir permis cette explication et ce décryptage. À très bientôt. Hein. Merci à vous. Pour votre temps et je vous remercie. Et ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.